Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Une nouvelle série de cours donc, de chimie, des processus biologiques démarre pour 8 semaines cette fois-ci, parce qu'en fait, il y aura 6 cours et 6 séminaires, mais il y a 2 semaines dans lesquelles il n'y aura pas de cours, ça sera coupé pour des raisons personnelles et professionnelles. Donc le mercredi, à 10h, et à chaque occasion, j'ai invité un spécialiste de la question que je veux aborder cette année, qui concerne cette notion de catalyse bio-inspirée et de métalloenzymes artificiels. Et aujourd'hui, donc, j'en reparlerai, mais je suis très heureux d'accueillir pour le séminaire Stéphane Ménage, qui va nous parler d'une belle histoire qu'il développe depuis maintenant quelques années. Alors les chimistes vous parlent beaucoup de chimie verte en ce moment. C'est à la fois une belle communication et en même temps c'est une réalité profonde. C'est une réalité qui est dictée par le fait que nos sociétés sont de plus en plus vigilantes sur les aspects de l'environnement, et la chimie est bien une discipline qui est critiquée, parfois à juste titre, mais le plus souvent en oubliant à quel point le travail des chimistes conduit à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous est utile. Évidemment, il n'y a pas de progrès sans dégâts. Néanmoins, on est de plus en plus vigilant sur cette question, et les chimistes ont une responsabilité tout à fait particulière. Alors appelons-la chimie verte, si vous voulez bien. Et dans ce concept de chimie verte, évidemment, il y a cette très grande vigilance sur l'environnement et sur la consommation énergétique en particulier, qui sont 2 grandes questions qui vont occuper l'humanité pour un certain temps. J'ai déjà évoqué ces questions-là, on en entendra parler encore un peu aussi, parce que je prendrai quelques exemples de ces métalloenzymes artificiels et de ces catalyseurs bio-inspirés aussi dans le domaine de l'énergie, puisque c'est un des thèmes qui m'intéresse tout particulièrement. Voilà, donc à l'intérieur de cette chimie verte, il y a des tas d'aspects, mais évidemment, il y a la catalyse. Il y a la catalyse qui est ce domaine extrêmement important de la chimie, qui est au cœur du cours que je vais développer aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit véritablement de faire très très attention à à utiliser des solvants, des produits, des réactifs non toxiques. Donc il y a l'aspect toxicité, bien sûr, qui est extrêmement important. Ça fait longtemps que les chimistes s'en préoccupent, mais il faut le faire de façon encore plus importante. Des substrats renouvelables. Et là, il y a tout l'aspect de l'utilisation des molécules très, très élaborées, très riches sur le plan structural, fonctionnel, etc. De la biomasse, par exemple. On en est, je dirais qu'au début de l'exploitation des molécules de la biomasse pour la transformer et faire des molécules encore plus intéressantes. La limitation des déchets, bien sûr. Il faut inventer des réactions qui se font sans sous-produits, sans déchets. Évidemment, faire attention à la dépense énergétique. Et la catalyse, ça permet de faire des réactions d'une très grande sélectivité, chimio, régio, énantio, sélectivité. Alors, une fois qu'on a tout ça en tête, comment on procède ? Alors, il y a évidemment des tas d'approches que les chimistes dans le monde entier développent pour répondre à cette question-là. Mais évidemment, moi, je vais, si vous voulez, éclairer avec des stratégies qui sont dans cette interface entre la chimie et la biologie, puisque c'est ça qui m'intéresse au laboratoire et au sein de cette chaire. Et donc, je vais parler de biocatalyse. Alors, biocatalyse, c'est extrêmement large de mon point de vue. On peut utiliser les micro-organismes eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le domaine de la biotechnologie. Les micro-organismes sont des usines cellulaires qui permettent de faire des transformations, des réactions,
Et donc, il y a beaucoup de développement dans ce sens. On peut simplifier les choses en prenant des extraits de ces cellules et de les utiliser comme catalyseurs. On peut aller plus moléculaire en sortant de ces extraits des enzymes. Et là, on a l'enzyme purifiée, l'enzyme isolée, qui catalyse une réaction donnée qui nous intéresse, enzyme qu'on peut par ailleurs manipuler par génie génétique pour la rendre plus robuste, plus efficace, plus sélective éventuellement. Ce qui est rarement le cas, mais parce qu'après plusieurs milliards d'années d'évolution, les enzymes sont élaborées de sorte à avoir pour une réaction donnée une très bonne sélectivité. Mais enfin, il y a des cas où on peut manipuler l'enzyme pour la rendre plus sélective. Et puis après, on passe à ce dont je vais parler, c'est les enzymes artificielles. Comme vous allez le voir, c'est cette notion de système dans lequel on combine des parties, des constituants biologiques. Je parlerai de protéines et je parlerai également d'acides nucléiques, donc des polymères biologiques et puis des objets de synthèse de la chimie, et on combine tout ça. Et le dernier point, c'est catalyse bio-inspirée. Eh bien là, c'est de considérer que la nature fait des choses tout à fait intéressantes avec des stratégies spécifiques, uniques, et que si on comprend tout ça, on peut peut-être inventer des catalyseurs qui reproduisent la complexité des systèmes enzymatiques. Donc, vous voyez, au cœur de toute cette réflexion, il y a l'enzyme. Et en effet, pourquoi on s'intéresse aux enzymes depuis longtemps, et tout particulièrement, c'est ce qu'on développe dans mon laboratoire de façon extrêmement poussée, la compréhension de cette catalysation enzymatique par le biais de la détermination de structures de protéines, d'enzymes et de compréhension de mécanismes enzymatiques. Bon, pour moi, ces enzymes sont des objets absolument fascinants, doués de propriétés incroyables. En particulier, bon, c'est l'aspect catalytique, des accélérations extraordinaires. On atteint jusqu'à des facteurs de 10 puissance 19 entre la réaction catalysée et la réaction non catalysée. Des sélectivités évidemment extraordinaires. Ici, je donnais un exemple, mais il y en a des centaines d'exemples comme ça, parce que c'est un exemple que je connais bien, puisque c'est un travail qu'on a fait au laboratoire qui montre, vous voyez, cette protéine-là avec ses hélices en rouge et jaune, et qui s'attaque à un substrat énorme, qui est un ARN de transfert, et qui fait ici une alkylation, vous voyez, sur une base nucléique, pas n'importe laquelle, cette base qui est située en position 37. Donc une très très grande sélectivité. Il y a des centaines de possibilités d'alkyler une seule molécule d'ARN de transfert, et l'enzyme est capable de faire ça par une capacité de reconnaissance absolument extraordinaire, de reconnaître l'une des bases nucléiques, et évidemment, et de faire cette transformation, qui est une transformation sur le plan chimique qui est relativement simple, hein, une alkylation d'une fonction amine, mais néanmoins, évidemment, la question est de savoir si on est capable de comprendre comment cette protéine reconnaît très sélectivement un tel objet. Est-ce qu'on sera capable de comprendre ça? Et est-ce qu'on sera capable de reproduire des catalyseurs, des objets catalytiques du type protéine ici, qui réaliseront la même reconnaissance? Alors, ici, c'est un exemple où vous avez deux molécules qui se rencontrent au sein d'un site actif et qui réagissent entre eux. Il y a rien de plus qu'une protéine et un substrat, qui est ici l'ARN de transfert. En réalité, les enzymes ont multiplié leur capacité d'intervention par le fait qu'elles ont parfois accumulé au sein des sites actifs des espèces chimiques, organiques ou inorganiques, qui leur confèrent des propriétés additionnelles, nouvelles, et en particulier, c'est un des aspects qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les métalloenzymes, la possibilité que les protéines ont d'installer au sein du site actif des ions métalliques, et
et de réaliser des réactions tout à fait extraordinaires. Par exemple, ici, là encore, il y en a des centaines d'exemples comme ça qu'on aurait pu choisir, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'ici, vous avez une chaîne polypeptidique. Vous voyez, de loin, ça ressemble pas mal à la protéine que je vous ai présentée qui transformait l'ARN de transfert, mais en réalité, elles n'ont aucun élément de comparaison. Mais néanmoins, ce qu'il y a en plus ici, c'est cet atome de fer dans une molécule organique qui est une porphyrine. Et cet ensemble-là, tout d'un coup, permet à cette protéine de réaliser une transformation qui est assez incroyable, qui est d'activer des molécules vraiment inertes de type alcane et d'activer de l'oxygène moléculaire pour faire des transformations de type hydroxylation, par exemple. Voilà. Donc, ces enzymes s'enrichissent aussi d'ions métalliques. Alors, si on compare un petit peu les potentialités d'une métalloenzyme par rapport à un catalyseur synthétique, on s'aperçoit que finalement il y a des ressemblances et puis il y a des complémentarités. Et c'est ça qui va être à l'origine de la démarche métalloenzyme hybride ou artificielle. Hybride au sens où, vous allez voir, on va coupler une partie enzymatique à une partie synthétique. Bon. Dans un système comme ça, évidemment, la réaction se passe au niveau ici de l'atome de fer. Vous reconnaissez à nouveau la protéine que j'ai présentée tout à l'heure. Au niveau d'un atome de fer. Et pourtant, cet objet est énorme. Le substrat va venir par là, et pourtant, il y a des tas de choses autour qui jouent un rôle important. Même si les chimistes considèrent que il suffit, enfin, non seulement il suffit, mais il faut ne s'intéresser qu'à la partie ici site actif. Si on ne le faisait pas et s'il fallait prendre l'ensemble, alors autant prendre l'enzyme. Donc si on ne veut pas prendre l'enzyme, il faut bien réduire le problème, c'est ce que font les chimistes au site actif. Néanmoins, il ne faut pas se cacher le fait que évidemment, tout le reste est important, et donc c'est ce que j'appelle ici première et deuxième sphère de coordination, en fait deuxième, troisième, quatrième, énième sphère de coordination, c'est-à-dire que la réactivité et la reconnaissance est jouée de façon extrêmement importante à proximité du site actif, mais tout un tas d'éléments autour de la protéine jouent un rôle important. L'intérêt d'un système comme... D'où cette grande capacité à reconnaître et à faire de la chimie très sélective. La deuxième caractéristique, c'est que cette chimie-là, faite par les enzymes, sont des chimies qui sont réalisées à température ambiante, à pression atmosphérique. C'est exactement ce que la chimie verte cherche. Pas faire des réactions à température élevée, à très forte pression, comme on en voit dans le secteur industriel, par exemple. Évidemment, l'avantage, je l'ai déjà dit, les très grandes sélectivités des enzymes. Et puis, il y a quand même un certain nombre de limites. Une protéine, c'est 20 acides aminés et pas plus. Donc, il y a un répertoire, si vous voulez, de l'environnement organique autour du site actif qui est limité. Enfin, évidemment, si vous faites une combinatoire à 20 acides aminés, vous avez une infinité de possibilités. Néanmoins, autour du site actif, vous allez avoir un nombre donné d'acides aminés qui seront toujours les mêmes, et c'est une limite. La deuxième limite, en termes de métaux, c'est que la nature a choisi, je l'ai déjà dit dans d'autres cours les années précédentes, mais la nature a finalement sélectionné que quelques métaux de la classification périodique, pas tous, quelques-uns, fer, cuivre, zinc, etc., et donc, là aussi, il y a des potentialités qui manquent. Alors, la nature a eu de bonnes raisons de ne choisir que ces métaux, on peut en discuter, mais je l'ai déjà dit. Mais disons qu'il manque un certain nombre de métaux qui ont des réactivités tout aussi intéressantes que le fer, le zinc et le cuivre. Néanmoins, comme vous le savez, comme je l'ai dit, si la nature a choisi ces métaux, c'est qu'ils sont les plus abondants. Et là aussi, on est dans la perspective chimie verte. Si on doit faire, dans l'esprit de cette chimie verte, il faut qu'on trouve des catalyseurs qui soient abondants, pas chers, etc. Néanmoins, dans certains cas, on peut ne pas s'interdire d'utiliser des métaux plus
plus cher, moins abondant, parce qu'ils confèrent une réactivité que ces métaux-là ne confèrent pas. Et donc c'est l'autre aspect, et c'est l'aspect de la chimie de synthèse, où là, vous avez des catalyseurs, des petites entités bien moins complexes qu'une enzyme. Et là, évidemment, vous travaillez surtout sur la première sphère de coordination, c'est le ligand qui est autour du métal, et vous avez peu de moyens de moduler les choses avec des sphères de coordination deuxième, troisième, quatrième, énième. À nouveau, pourquoi? Parce que si on veut faire des choses simples, peu coûteuses, eh bien, on est quand même obligé de limiter. Je répète qu'il ne s'agit pas de reconstruire une protéine. Dans ce cas-là, il suffit d'utiliser l'enzyme. Alors évidemment, en général, les systèmes catalytiques de synthèse travaillent à haute température, à haute pression. Ça, c'est une limitation des systèmes. Là encore, il y a une nécessité aujourd'hui pour les chimistes d'inventer des catalyseurs qui travaillent à plus basse température, à plus basse pression, et dans des solvants comme l'eau, etc. Par contre, il y a des tas d'avantages, c'est que, évidemment, la puissance fantastique de la chimie de synthèse, c'est-à-dire la capacité de synthétiser à peu près n'importe quoi, permet de diversifier de façon extrêmement puissante les ligands qui sont autour du métal et de conférer à ce métal des propriétés électroniques, stériques, tout à fait variées. Je l'ai dit là, et bien sûr, on peut élargir le répertoire des métaux à utiliser au platine, au rhodium, au ruthénium, à l'iridium, enfin, etc., qui sont des métaux effectivement chers, peu abondants, dont il faudra petit à petit se débarrasser, mais qui aujourd'hui sont extrêmement importants pour l'industrie chimique. Bon, je parlerai surtout de catalyse homogène, même si pendant un cours je parlerai de catalyse hétérogène. Voilà, c'est une autre différence. La catalyse de synthèse a la possibilité de travailler non pas avec des molécules, mais avec des matériaux solides, et ça ouvre évidemment tout un champ. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces deux aspects? D'une certaine façon, ils sont essentiellement séparés. Il y a des gens qui travaillent sur des enzymes, sur des extraits bactériens, sur des cellules entières, et puis il y a des gens qui sont dans l'industrie chimique ou dans la recherche chimique et qui font des catalyseurs de synthèse. Et je reprends pour illustrer un petit peu vers où on va, qu'est-ce qu'on peut inventer comme espace, je reprends ce diagramme très simple que je trouve absolument fantastique, qui a été produit pour la première fois par Jean-Marie Laine il y a pas mal de temps, qui est un diagramme qui rapporte, vous voyez, en ordonnée la complexité et en abscisse la diversité. Et je crois que ça représente assez bien la réalité de la biologie et de la chimie. Finalement, si vous voulez, la biologie, sa grande caractéristique, c'est une très grande complexité. Très grande complexité des systèmes, et finalement, avec un nombre de briques très limité. Voilà, 4 bases nucléiques, 20 acides aminés, une dizaine de métaux, voilà, pas tellement plus. À l'inverse, la chimie, évidemment, complexité limitée, les chimistes sont certes de plus en plus capables de synthétiser de magnifiques molécules, de commencer à regarder des complexes supramoléculaires lourds, mais c'est quand même une complexité très limitée. À l'inverse, la diversité est plus grande, pratiquement tout le tableau toute la classification périodique peut être utilisée, et aujourd'hui les méthodologies de synthèse permettent de transformer à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, reprenant ce qu'évoquait Jean-Marie Laine, c'est qu'il y a un espace ici immense à explorer pour les chimistes et les biologistes, et pour les chimistes en particulier. Et finalement, ces espaces, c'est d'une part utiliser la chimie pour apporter une plus grande diversité à la biologie,
et utiliser la biologie pour complexifier la chimie. C'est un peu avec cet esprit-là qu'on va évoquer les aspects d'une part de ce que j'appelle métalloenzyme artificiel ou catalyseur hybride. À nouveau, la notion d'hybride ici, c'est parce qu'on combine des aspects biologiques et des aspects chimiques. Et puis, la notion de catalyseur bio-inspiré. Le système biologique complexe peut, si on le comprend bien, apporter des solutions complexes à la chimie pour, par exemple, c'est de ça dont je vais parler, catalyser des réactions. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais parler du premier sujet, c'est-à-dire métalloenzyme artificiel, et vous montrer un petit peu comment on peut avancer dans ce domaine en donnant des exemples. C'est bien de diversifier la biologie avec la chimie qu'il est question. Alors, le principe, c'est quoi? Donc ça va être de la chimie moléculaire. Hein. Je vais parler de chimie moléculaire, je ne vais pas parler d'extrait de cellules, même si on peut imaginer à terme que les objets hybrides que les chimistes pourront synthétiser et préparer avec des... Si jamais ces objets étaient doués de propriétés tout à fait extraordinaires, on peut imaginer qu'à terme, ces objets hybrides, combinaison de choses naturelles et de choses de synthèse, puissent être incorporés au sein d'une cellule pour y travailler un peu comme elle le fait à l'extérieur de la cellule. Mais on en est très très loin pour le moment. Donc l'idée, c'est finalement de prendre un objet biologique, ici une protéine, n'importe laquelle, voilà une protéine. Donc essentiellement un polymère biologique, c'est une protéine, mais comme vous le verrez un peu plus tard, on peut imaginer d'autres polymères. Il y a des exemples aujourd'hui en utilisation des acides nucléiques, mais on peut penser à toutes sortes de polymères, polysaccharides, lipides, éventuellement, même si à ma connaissance, tout ça n'a pas été utilisé pour le moment. Ça se limite essentiellement à protéines et acides nucléiques. Puisqu'on parle de métalloenzymes artificiels, l'idée, c'est ensuite d'avoir des catalyseurs métalliques de synthèse. Vous voyez ici, le ligand, ça ressemble à une porphyrine, mais ce n'est pas une porphyrine. C'est un catalyseur, un ligand de synthèse avec un atome de cuivre. Bon, voilà. Donc, il peut s'agir de complexes de coordination ou de complexes organométalliques. Et l'idée, c'est d'incorporer cet objet de synthèse à l'intérieur de cet objet biologique naturel. Et évidemment, derrière l'idée, c'est de découvrir de nouvelles activités, c'est-à-dire des nouvelles réactions et de nouveaux substrats pris en charge par une enzyme, et peut-être aussi de nouvelles sélectivités, régio, chimio, stéréosélectivité, etc. Voilà, alors, si on résume un petit peu les avantages et les inconvénients des uns et des autres, et si finalement, est-ce qu'on peut dire qu'en combinant ces deux-là, on va récupérer tous les avantages et tous les avantages des uns et tous les avantages des autres pour qu'il n'y ait que dans le système hybride que des avantages? Alors, évidemment, la réponse est non, parce que s'il y a un inconvénient à l'utilisation d'une protéine, cet inconvénient va rester. Typiquement, si on dit par exemple que une enzyme, il y a des enzymes qui sont faciles à préparer, puis quand même, dans la grande majorité des cas, les enzymes sont des systèmes complexes qui, dès qu'on les sort de leurs cellules, ne sont pas toujours très très contentes. Et donc, il y a quand même des problèmes de préparation, de caractérisation, ça prend du temps, de l'énergie, enfin voilà. Donc, c'est une partie des difficultés de travailler avec ces enzymes. Très souvent, ce n'est pas toujours le cas, puisque le développement biotechnologique utilisant des enzymes est en cours, et il y a des tas de procédés qui utilisent des systèmes enzymatiques pour faire des transformations, y compris dans l'industrie. Néanmoins, quand même, dans la grande majorité des cas, les enzymes sont des systèmes assez fragiles
qu'on ne peut pas mettre dans n'importe quelle condition de solvant, de température, de pression, enfin, etc. etc. Là, donc, on est limité, donc robustesse limitée. Bon, tout ça conduit à des objets qui coûtent relativement cher. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, les conditions de réaction, c'est température ambiante, pression ambiante, milieu aqueux. Donc ça, c'est quelque chose de très, très favorable. C'est à nouveau un des objectifs de la chimie verte. Des sélectivités, je l'ai déjà dit 2-3 fois déjà, très, très intéressantes. Une diversité limitée, d'une certaine façon. Ça, c'est une chose on trouve extraordinaire. Je vous ai montré l'enzyme qui transformait l'ARN de transfert. Effectivement, pour moi, ça continue à être quelque chose d'absolument incroyable. Néanmoins, cette enzyme ne fait que ça. Alors, elle fait bien ça, mais elle ne fait que ça. C'est-à-dire que si vous lui mettez n'importe quel autre substrat, vous n'alkylez rien du tout. Donc voilà, il faut mettre les enzymes sur un piédestal, et en même temps, on voit bien que voilà, ce ne sont pas des objets qu'on peut utiliser à tort et à travers. Donc, la diversité en termes de réaction de substrat extrêmement limitée. Tous ces objets, ces systèmes enzymatiques, ont été élaborés au cours de l'évolution pour faire quelque chose de très très spécifique. Alors qu'en l'inverse, dans l'industrie chimique, en général, on essaye d'inventer des catalyseurs qui vont faire la même réaction pour toute une série de substrats, pour des dizaines, des centaines de substrats, ou un catalyseur qui est capable de faire plusieurs types de réactions sur différents substrats. Bon, les activités sont en général extraordinaires. Pour la réaction spécifique et le substrat spécifique, donc je vous l'ai dit, ça peut être des vitesses considérables. Et l'optimisation de ces systèmes, eh bien, c'est essentiellement par voie génétique, par biologie moléculaire. On peut modifier un acide aminé par un autre ou plusieurs par plusieurs autres. C'est essentiellement comme ça qu'on change les propriétés de l'enzyme. Le catalyseur, je vais aller vite parce qu'en discutant de l'enzyme, j'ai dit ce qu'un catalyseur à l'inverse avait comme avantage. Alors avantage, bien sûr, normalement en préparation, en caractérisation, c'est assez simple. La robustesse est en général cherchée, donc obtenue. Le coût peut ne pas être très grand. Évidemment, les conditions de réaction sont souvent plus compliquées que pour l'enzyme, avec, donc je l'ai dit, température, pression plus élevée et souvent solvant organique. Sélectivités sont en général moins bonnes, diversité plus grande, activité en général bien moins bonne que les enzymes. Et là, l'optimisation, elle est chimique et donc par synthèse. Alors, du côté hybride, on pourrait conclure de ça que s'il n'y a pratiquement pas de recouvrement, moins multiplié par plus, ça fait moins, donc il va y avoir du moins partout. Bon, alors évidemment, si c'était ça, il faudrait s'arrêter. Et donc, la démarche ici consiste quand même à essayer de voir comment, en effet, utiliser non pas n'importe quelle enzyme, mais des enzymes qui sont évidemment faciles à obtenir en grosse quantité, qui sont relativement stables. Donc on ne va pas prendre n'importe quelle enzyme. On va quand même se limiter au répertoire des systèmes enzymatiques qui ont ces propriétés-là. Donc tout ça peut être plus. En incorporant ce catalyseur à l'intérieur d'une poche qui permet d'être soluble dans l'eau, on peut passer à des systèmes catalytiques qui travaillent dans l'eau plutôt que dans le solvant organique. Et donc ça, c'est tout de suite un progrès. Ce catalyseur qui n'est pas très sélectif peut, à l'intérieur de ce ligand tout à fait particulier qui est une protéine, acquérir des sélectivités qu'il n'avait pas. Donc on peut avoir de l'amélioration ici. Et en termes de diversité, il n'y a pas de raison de ne pas garder cette diversité grâce à la présence du catalyseur de synthèse et de conférer à l'enzyme une plus grande possibilité de transformation, réaction et substrat plus variés. Et l'activité, eh bien, je mets un point d'interrogation parce que voilà, rien n'indique qu'a priori un système puisse être beaucoup plus efficace s'il est hybride ou beaucoup moins. Donc c'est l'expérience qui guide. Dernier point très intéressant, c'est que là on a un moyen d'action tout à fait considérable pour moduler la réactivité de ces systèmes hybrides,
c'est à la fois de faire de la génétique en modifiant la chaîne protéique, enfin le polymère, et chimique en modifiant le ligand ou le métal qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est une démarche dans laquelle de nombreux laboratoires se sont lancés depuis un certain temps. Ce n'est pas, pour le moment, un travail simple, parce que la grande question, finalement, c'est on a un grand répertoire de protéines, on a un grand répertoire de catalyseurs. Est-ce qu'il y a un rationnel pour combiner les deux? Quelle est la meilleure combinaison des deux qui va donner le résultat voulu? Et ça, il n'y a pas vraiment de rationnel pour ça. Et je vais quand même essayer de donner quelles sont les démarches qui sont utilisées aujourd'hui pour construire ces catalyseurs hybrides. Il y a quelques grandes stratégies qui sont développées avec des résultats qui ne sont pas négligeables. Mais j'ai envie de dire qu'on est vraiment au début de cette nouvelle science. Et en même temps, vous voyez que je situe à 1956 peut-être le premier système hybride où un groupe japonais a déposé sur des fibres de soie du palladium, et cet objet-là, relativement stable, est capable de catalyser une hydrogénation d'alcène. Ça a été développé un peu plus tard, et cette réaction a montré des stéréosélectivités assez intéressantes. Et finalement, le premier système moléculaire, caractérisé, isolé, de type métalloenzyme hybride, je le situe, vous voyez, en 1978, quand George Whiteside, qui est quelqu'un dont j'ai déjà parlé, George Whiteside, c'est le chimiste le plus cité du monde aujourd'hui. Je ne sais pas, il doit avoir plus de 1000 publications. Ceux qui sont férus de facteur H, c'est le chimiste qui a le facteur H le plus élevé dans le monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, George Whiteside? Il a fait un catalyseur, il a transformé une protéine en un catalyseur d'hydrogénation asymétrique. Et donc, il a pris un complexe de rhodium, c'est vraiment le premier exemple, hein, un complexe de rhodium qu'il a couplé de façon covalente à une biotine. Et il s'avère que la biotine est un ligand extrêmement puissant d'une protéine qui s'appelle la streptavidine. Et en ajoutant cette molécule-là de synthèse à la streptavidine, le catalyseur a été fixé sur la protéine, et cette protéine, la streptavidine n'est pas une enzyme, hein, ça n'a pas de propriété catalytique. Mais cette streptavidine devient un catalyseur et est capable de faire cette hydrogénation d'alcène. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez spécifique de la vidine, ce n'est pas n'importe quelle protéine. Ici, il y a des blancs, des contrôles avec lysozyme, albumine, anhydrase carbonique, etc. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'excès énantiomérique. Par contre, quand on prend la vidine, eh bien, vous obtenez des excès énantiomériques qui sont assez intéressants, d'une quarantaine de %. Et donc, pour la première fois, en 1978, vous voyez, c'est à la fois vieux et pas si vieux que ça, donc une protéine a été transformée en une enzyme avec un catalyseur de synthèse. Et là, on a typiquement l'exemple d'une métalloprotéine artificielle, et voilà, capable de faire de la catalyse, hydrogénation ici, et déjà des stéréosélectivités. Voilà, juste j'y reviendrai. Il s'avère que cette stratégie avidine-biotine est une stratégie qui est aujourd'hui très lourdement utilisée par des tas de chercheurs. Et mercredi prochain, vous entendrez, j'ai invité donc Thomas Ward, qui nous viendra de Suisse,
qui est vraiment la star du domaine avidine-biotine aujourd'hui et qui vous parlera de toutes les possibilités de ce système. Ici, vous voyez, c'est une structure de la streptavidine qui m'a été fournie par une collègue très sympathique, Christine Cavazza. Voilà, ici vous avez la biotine qui se fixe ici, et donc vous pouvez faire ici des complexes, voilà, streptavidine au sein de la protéine et un complexe de rhodium voilà, qui est capable de faire cette réaction. Alors, je l'ai dit, est-ce qu'on a des stratégies autres que simplement faire du criblage ou de la combinatoire, mélanger tout et puis voir quelle est la combinaison qui marche? Alors vous allez voir, j'ai identifié 5 stratégies possibles et je vais vous donner quelques exemples. Stratégie numéro 1, vous prenez une métalloprotéine, vous savez que c'est une métalloprotéine, et vous remplacez un ion métallique, l'ion métallique présent dans cette métalloprotéine par un autre. Deuxième stratégie, vous prenez encore une métalloprotéine et là c'est tout le cofacteur organométallique ou complexe de coordination naturel présent au sein de la protéine que vous remplacez par des analogues de ces cofacteurs. Et vous pouvez le remplacer soit de façon covalente, c'est-à-dire vous l'accrochez à la protéine, soit de façon non covalente. Si on s'arrêtait là, on n'aurait comme répertoire possible d'utilisation de protéines que des métalloprotéines. Mais on peut aller plus loin, on peut utiliser des protéines qui n'ont jamais vu un métal et la transformer en métalloprotéine. Alors pour ça, vous pouvez prendre une protéine qui est douée pour fixer un ligand particulier, c'est typiquement le cas avidine-biotine, et vous accrochez à ce substrat un catalyseur. C'est la stratégie Whitesides. L'autre chose, c'est que vous pouvez modifier cette protéine de sorte à fixer de façon covalente un ligand ou un complexe. Et puis la troisième chose, c'est que vous pouvez créer par mutagénèse dirigée, c'est-à-dire par modification d'acides aminés, vous pouvez créer un site de fixation de métal dans une protéine qui n'en a jamais vu. Voilà, alors je commence par ça, et je vais, si vous voulez, illustrer avec quelques exemples ces différentes stratégies. Voilà une enzyme qui a été beaucoup étudiée, qui est tout à fait intéressante, qui est une des enzymes les plus rapides du monde, qui est une métalloenzyme qui contient un atome de zinc. Ici, vous voyez, donc ça c'est donc l'anhydrase carbonique qui catalyse la transformation de gaz carbonique CO2 en bicarbonate par réaction avec l'eau. Réaction qui donc nécessite une activation du CO2, qui est une molécule relativement inerte, et une activation de l'eau, et ceci se fait grâce à un atome de zinc. Vous voyez ici le site actif, la protéine, et ici donc le site actif en zoom, et vous avez un environnement avec 3 atomes d'azote d'histidine, et puis vous avez une molécule d'eau ici, qui en fait est activé par l'atome de zinc qui est déprotoné, qui devient hydroxyde. Le CO2 se fixe éventuellement sur le zinc et vous avez une polarisation de la liaison et tout ça, ça marche. Donc, ce qui a été fait, vous voyez, il n'y a pas si longtemps, en 2009, c'est de prendre cette enzyme, de lui enlever l'atome de zinc avec un chélateur et puis de se retrouver avec une apoprotéine et d'introduire ici un complexe organométallique, c'est un complexe du rhodium, qui vient s'installer dans le site actif, de l'enzyme.
alors, ici, c'est un exemple où, vous voyez, qui illustre le fait que ce n'est pas si simple que ça. Dans ce cas-là, lorsque vous ajoutez du rhodium sur l'enzyme, eh bien, vous voyez, vous accrochez une dizaine, vous pouvez accrocher entre 5 et 10 atomes de rhodium. Donc il y a de la fixation non spécifique, c'est souvent un problème avec les protéines. Les protéines sont des pompes à métaux, hein. Donc il y a tout un tas d'acides aminés en surface qui peuvent accrocher des métaux. Donc il faut quand même faire très attention quand vous utilisez cette stratégie d'introduire de façon spécifique votre métal. Ici, c'est pour ça qu'il y a écrit 9-is, et il s'avère que la protéine a tout un tas d'histidines en surface de la protéine qui ont été toutes modifiées, et comme vous pouvez le voir, en faisant ces 9 mutations, donc il n'y a plus d'histidine en surface, vous passez de 10 au maximum à un peu plus de 1 atome de rhodium accroché à la protéine. Donc il faut avoir ça en tête, c'est qu'il ne suffit pas simplement de mettre du métal sur une protéine qui aime bien les métaux, il faut faire attention à tout ça. Et avec cet objet-là, eh bien, cette protéine, anhydrase carbonique, qui est une protéine d'ailleurs assez facile à obtenir, assez stable, donc c'est un bon objet d'étude pour faire des hybrides. Voilà, c'est un exemple de réaction, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des informations qui sont ici, mais qui fait une hydrogénation de cis-stilbène. Le problème avec ce type de réaction, c'est que vous pouvez avoir une isomérisation du cis-stilbène en trans-stilbène, parce que le trans-stilbène est beaucoup plus stable que le cis-stilbène. Donc au cours de la catalyse, vous avez une conversion en trans-stilbène. Et comme vous pouvez le voir, le meilleur système, ici dans lequel les histidines de surface ont été modifiées, ont une très très belle sélectivité pour la transformation en bibenzyle, donc en hydrogénation, plutôt qu'en isomérisation, puisque vous avez un rapport de l'ordre de 20 entre hydrogénation et isomérisation. Le complexe de rhodium lui-même, vous voyez, est beaucoup moins bon tout seul, et le complexe de rhodium sur la protéine en absence des mutations est également beaucoup moins bon. Et l'autre chose intéressante, c'est que c'est un système qui est stéréo-sélectif, puisque si on compare le cis-stilbène et le trans-stilbène, parce que vous pouvez aussi hydrogéner le trans-stilbène en dibenzyle, eh bien, vous observez qu'il y a alors que le catalyseur tout seul, en solution, sans protéines, a une sélectivité pour le cis versus le trans faible, 1,4, donc les deux substrats sont à peu près aussi réactifs. Avec l'enzyme, vous avez presque 25, donc c'est 25 fois plus sélectif pour le cis que pour le trans-stilbène. Donc voilà le type de choses qui sont intéressantes avec des systèmes comme ça, et des modèles montrent que, en effet, on peut positionner le substrat, ici vous reconnaissez le cis-stilbène, dans la poche pas loin du complet, ici c'est l'atome de zinc, mais c'est là où on attend le rhodium. Il y a une poche hydrophobe ici, vous voyez, valine, une poche hydrophobe où vient se fixer ce groupe benzénique. Et dans le cas du cis-stilbène, le modèle avec cis-stilbène montre une très grande proximité entre métal et la double liaison, et beaucoup moins avec le trans. Deuxième méthode, donc, remplacer un cofacteur métallique par un autre. Alors là, on a tout un tas de travaux avec une protéine qui est la myoglobine. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec la myoglobine. Bon, pour plusieurs raisons. C'est une petite protéine, on la maîtrise bien, on a des informations structurales très précises, on la produit assez facilement. Et on retrouve ici le cofacteur que j'ai présenté au tout début, qui est cette protoporphyrine 9 de fer, qui est ici dans la poche de la myoglobine. Vous savez que la myoglobine, donc, sa fonction, c'est de fixer l'oxygène moléculaire de façon réversible.
Et cette myoglobine, ici, si on zoome cette partie-là, hein, vous reconnaissez donc la porphyrine de fer. Le fer, ici, est accroché à la chaîne polypeptidique par un imidazole d'histidine, et puis il y a une deuxième histidine en haut. On y reviendra. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est on sort ce système de porphyrine de la myoglobine, donc on se retrouve avec une protéine vide, et on remplit ce site à nouveau, soit avec un système artificiel qui est content de venir ici et qui s'installe bien ici, et qui va conférer à la myoglobine, qui n'est pas une enzyme, mais conférer à la myoglobine des réactivités nouvelles, ou bien des systèmes un peu plus complexes où on a la même porphyrine que là, mais on a des éléments additionnels qui vont permettre d'accrocher des métaux et de faire à nouveau un système hybride. Voilà, un exemple intéressant parce que ici vous avez donc une solution de myoglobine et quand vous regardez l'affinité de la myoglobine pour l'oxygène, vous voyez, vous avez de l'ordre de 8, 10 puissance 5 mol-1. Dans ce travail-là, l'apomyoglobine a été complétée par un cofacteur de synthèse qui est une porphicène de fer, et vous avez la myoglobine reconstituée. Et là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'affinité pour l'oxygène est bien supérieure à celle de la myoglobine naturelle, puisque vous avez quelque chose de l'ordre de 10 puissance 9 mol-1, molaire-1. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une meilleure myoglobine que l'autre, hein, parce que l'intérêt de la myoglobine, c'est qu'elle fixe l'oxygène et qu'elle le redonne. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait des affinités colossales, parce qu'une fois que c'est fixé, ça ne peut plus redonner son oxygène. Mais néanmoins, ce type de valeur tout à fait considérable, vous avez vu que gagner 10 puissance 3, un peu plus de 10 puissance 3, c'est quand même très très important par une approche qui est relativement simple, et ce sont des systèmes en effet qui peuvent permettre de purifier l'oxygène, enfin qui peuvent avoir des applications. Exemple maintenant avec un système qui combine une porphyrine telle que celle présente dans la myoglobine, mais à laquelle est accroché un cofacteur. Ici, c'est une flavine. Eh bien, on peut construire une myoglobine qui a maintenant non seulement une porphyrine de fer ici, mais également un cofacteur flavinique qui est doué de propriétés redox. Et lorsqu'on part de cette protéine et qu'on lui ajoute du NADH, qui est un système de réduction qui va conduire à réduire le fer 3 en fer 2, qui va ensuite pouvoir fixer l'oxygène moléculaire, eh bien, on observe que si vous prenez la myoglobine toute seule, la réduction par le NADH est extrêmement peu efficace. Par contre, lorsque vous prenez la myoglobine naturelle et vous lui rajoutez uniquement la partie ici flavine libre, c'est un peu mieux, mais si vous prenez le système complet, avec accrochage covalent de la partie médiateur de transfert d'électrons qui est la flavine et l'hème, vous avez une plus grande efficacité d'oxygénation de la myoglobine. Et plus loin, même, grâce à cet apport d'électrons, vous pouvez faire de l'activation de l'oxygène moléculaire qui est fixé par la myoglobine, et vous pouvez faire des réactions d'oxydation avec un objet comme ça qui est relativement simple, qui a été relativement facile à préparer. Vous faites des réactions de déformylation ici. Vous voyez, donc formation d'acétophénone, pas de réaction pour la myoglobine toute seule, un peu de réaction avec la myoglobine toute seule auquel on rajoute la partie flavine mais toute seule, non accrochée, et puis le système 1, c'est-à-dire le système reconstitué complet avec des valeurs donc 4 ou 5 fois plus grandes.
Un autre exemple tout à fait important dans ce domaine, c'est le remplacement de l'hème, ici. Donc on l'enlève, à nouveau l'apomyoglobine, et on peut rajouter maintenant des complexes, alors qui sont assez intéressants sur le plan de la catalyse, qui sont connus depuis longtemps comme étant de bons catalyseurs de tout un tas de réactions, mais le plus souvent dans des solvants organiques, etc. Et là, la stratégie, c'est de placer ces catalyseurs intéressants, qui sont des complexes de fer ou de manganèse, ou de cuivre ou de chrome, mais avec des ligands de type base de chiffre, salophène ou salène. Et donc l'idée, vous voyez, ce sont des structures qui sont relativement planes, et donc ça a suggéré aux gens qui ont travaillé dans ce domaine de remplacer l'hème par ce type d'objet en pensant que leur structure était relativement comparable et que donc on pouvait espérer que la myoglobine puisse accrocher cette molécule. Et c'est effectivement le cas. Il y a de jolis travaux au milieu des années 2000, avec y compris l'obtention de structures aux rayons X de la myoglobine reconstituée avec certaines de ces molécules, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est assez intéressant que ces molécules-là, ces catalyseurs-là, s'accrochent en effet à la même histidine que celle qui tient la porphyrine dans la myoglobine. Ici, vous avez une superposition des structures en rouge de l'hybride et en bleu de la porphyrine, également ici. Donc, on a ici la preuve que la molécule qu'on a rajoutée vient exactement à la place de la porphyrine. Et vous pouvez alors optimiser tout ce système. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce système a été optimisé, notamment ici, ça a été très important de transformer une alanine en glycine pour diminuer les effets stériques à cet endroit-là, parce que le catalyseur tape un peu dans la chaîne polypeptidique ici, donc ça a été un rôle très important. L'histidine 64, celle-là, qui est au-dessus de l'hème dans la myoglobine, a été modifiée en un aspartate pour rendre la poche plus polaire. Donc vous pouvez vous amuser à tout ça. Vous voyez, il y a un certain nombre de modifications. Vous pouvez mettre du chrome, vous pouvez mettre du manganèse. Et ici, la réaction qui a été réalisée, c'est une réaction de sulfoxydation. C'est utiliser un oxydant comme l'eau oxygénée et des sulfures, comme le thioanisole, pour faire des sulfoxydes. Et donc, simplement, ce que je ne veux pas rentrer dans le détail, mais par le biais de modifier les métaux, de modifier les ligands, vous voyez, salophène ou salène, de faire de la mutation dirigée. Donc, vous voyez, tout d'un coup, vous avez tout un tas de possibilités, aussi bien optimisation chimique, différents ligands, voyez, différents métaux, et optimisation génétique avec mutagénèse dirigée. C'est ce que j'indiquais dans un précédent transparent. Cette approche-là hybride donne tout d'un coup une possibilité d'intervention absolument extraordinaire, aussi bien des approches chimiques standards que des approches de biologie moléculaire standard. Et ce faisant, vous voyez que vous pouvez moduler de façon extraordinaire la réactivité. Vous passez ici le plus bas, ça doit être 39 ou 22, à 2724 en changeant de métal, de ligand et de mutant. De la même façon, l'environnement ici protéique est un environnement chiral, et donc vous pouvez espérer avoir des transformations énantiosélectives, et c'est effectivement le cas. Ces complexes, évidemment, n'ont aucun élément de chiralité, donc ne sont pas des catalyseurs énantiosélectifs. Le fait de les mettre dans la protéine, tout d'un coup, leur confère de l'énantiosélectivité, et c'est ce que vous voyez ici. Et là encore, vous observez que la manipulation des objets chimiques et biologiques permet de moduler l'énantiosélectivité. Ce n'est pas encore des chiffres extraordinaires utilisables dans l'industrie, mais vous voyez, on passe de 5 à 33, je crois, pour le plus grand. Donc, vous
voyez, il faut comprendre tout ça, et en même temps, comme vous le voyez, ce n'est pas obligatoirement les plus rapides qui sont les plus énantiosélectifs, voilà, et donc il faut essayer de comprendre tout ça, et c'est extrêmement compliqué, et en même temps extrêmement intéressant d'essayer de trouver un rationnel. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut, ça illustre assez bien la démarche. On peut accrocher l'objet de façon covalente pour avoir un catalyseur encore plus robuste. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez qu'un certain nombre d'acides aminés ont été transformés en cystéine, qui va permettre d'accrocher par une réaction entre les cystéines et ces composés fonctionnalisés, de créer un pont disulfure entre le catalyseur et la protéine. Ici, vous avez une seule cystéine, ou là, vous en avez deux, et avec deux, vous avez une fixation encore plus forte du catalyseur à l'intérieur, du catalyseur synthétique à l'intérieur de la protéine. Et vous voyez, là aussi, il vient bien se positionner à la place de la porphyrine. Voilà, en faisant cela, eh bien vous avez, vous voyez, alors ça c'est tous les contrôles avec des systèmes qui ne marchent pas très bien. Quand vous mettez des métaux, vous pouvez, dans le cas du manganèse, arriver à des activités tout à fait importantes. Et puis, en termes de sélectivité, vous voyez la différence. Le fait d'avoir un ligand complètement fixé des deux côtés confère une énantiosélectivité très largement supérieure. Voilà, donc on a vraiment des possibilités de bouger tout ça. Utiliser le site spécifique de liaison à un ligand, troisième stratégie. Et là, je crois que je n'en dirai pas trop. Je vous invite la semaine prochaine à venir écouter Thomas Ward, qui parle très bien français, hein, qui nous parlera de cette stratégie avidine-biotine. C'est une illustration de cette stratégie ligand. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec l'albumine. Alors là encore, vous voyez, le rationnel, c'est essayons de prendre des protéines qui sont très abondantes, faciles à obtenir, enfin, etc. L'albumine, c'est le cas. Et il s'avère que l'albumine a une propriété particulière. Étant une protéine du plasma sanguin, c'est une protéine qui transporte tout un tas de choses et qui a des sites de fixation de tout un tas de molécules naturelles, acides gras, acides biliaires, bilirubine, hème, etc. Et donc, et je terminerai là-dessus et je continuerai la semaine prochaine sur ce sujet. Ce qui est ici intéressant, c'est qu'en utilisant l'albumine et un complexe de synthèse, Martin Ritz, en Allemagne, a été capable de réaliser la première réaction de Diels-Alder dans l'eau. La réaction de Diels-Alder, c'est une réaction extrêmement importante en chimie organique, avec des tas d'applications dans l'industrie, mais il n'existe pas de Diels-Aldérase, si vous voulez, d'enzyme qui catalyse. Enfin, pour le moment, personne n'a trouvé d'enzyme qui catalyse une telle réaction. Ça peut paraître surprenant vu l'intérêt de cette réaction de création de liaison carbone-carbone, mais c'est ainsi, il n'y a pas de système biologique qui catalyse une réaction entre un diène et une oléfine, formant donc ces composés où vous avez créé une liaison carbone-carbone entre ces deux carbones et ces deux-là. Vous voyez, ce méthylène ici, il est ici. Bon. Et donc, cette réaction-là, avec cet azachalcone et ce cyclopentadiène, qui donne ce produit 3, qui peut avoir une stéréochimie endo ou exo, ici c'est la stéréochimie endo qui est présentée, eh bien, en introduisant une phtalocyanine de cuivre, qui est un très très bon acide de Lewis, dans l'albumine, et en pensant que, même si là il n'y a pas de structure orionzique, c'est un modèle, en pensant que la phtalocyanine de cuivre se met exactement à l'endroit de l'hème, ce que Ritz a réussi à faire, c'est à faire une réaction de Diels-Alder avec une très très bonne sélectivité, vous le voyez,
pour ce stéréoisomère endo, et avec de très très bonnes stéréosélectivités. Pour l'endo, l'excès énantiomérique peut aller jusqu'à 98%. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Voilà. Bon, j'ai encore des choses à vous raconter. Je continuerai la prochaine fois. La prochaine fois, donc, bon, je m'arrête là parce que l'introduction a été un peu plus longue que prévu, mais il me semblait important de vous montrer quel était l'esprit avec lequel on pouvait combiner la richesse de la biologie avec la richesse de la chimie. Donc je continuerai sur les stratégies possibles et je parlerai, parce que je ne peux pas m'en empêcher, également de photosynthèse artificielle, et je vous montrerai comment cette stratégie système hybride, protéines, molécules de synthèse, peut être utilisée aussi pour faire des nouveaux systèmes intéressants dans les nouvelles technologies de l'énergie, de production d'hydrogène ou d'oxydation de l'eau. Et je finirai sur quelques projets que nous développons dans ce sens pour vous montrer ce que nous faisons au laboratoire. Et je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, je vous propose que nous discutions, enfin pour ceux qui le souhaitent, à la fin du séminaire, que nous ayons une discussion globale. Et donc je voudrais inviter Stéphane. Alors Stéphane Ménage est directeur de recherche au CNRS. Il est le directeur du laboratoire de chimie et biologie des métaux à Grenoble. Beaucoup de choses me lient à lui depuis très très longtemps, des travaux communs et puis une amitié. Et Stéphane s'est lancé dans cette stratégie métallo-enzyme hybride de façon tout à fait efficace et intéressante. Et c'est cette histoire-là qu'il va nous raconter. Et je lui laisse la parole.